Procivis, l'immobilier qui a du sens présente Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet. Bienvenue à vous, chers auditeurs. Vous écoutez Osez investir, 57e numéro de l'hebdo de l'investissement réussi. Bonjour, mon cher Thomas Binet. Bonjour Philippe. Alors, vous allez nous parler de quoi cette semaine ? D'abord de mini-maison, ça sera l'innovation de la semaine. On va recevoir Franck Roulier, qui est le président de la compagnie européenne de crédit. Il est en notre compagnie pour nous parler crédit et financement immobilier en cette période un petit peu trouble. On va continuer ensuite avec notre consultant en gestion de patrimoine, Guy Marty. Et on va terminer en faisant un petit tour du côté de Courbevoie pour mettre une ville à l'honneur cette semaine en immobilier neuf. Et en deuxième partie d'émission, nous serons avec Benjamin Nivet, ancien footballeur professionnel à la carrière très longue, qui est un serial investisseur. TheLog.fr, la plateforme qui vous simplifie la log présente Sud Radio, Osez investir, la clé de la semaine. Et maintenant, vous allez nous parler de studio ou encore de tiny house. Mais qu'est-ce que c'est qu'une tiny house ? Chaque semaine, quel accent, Philippe. La traduction pure et dure, c'est mini-maison. Et pour votre information, ça fait un carton aux États-Unis, il faut en parler quand même. Donc ça vient un petit peu en France. Si vous avez un terrain, un jardin, enfin une capacité d'accueillir des dépendances, vous allez pouvoir faire bon usage de cette surface. Vous allez installer votre maisonnette dans votre jardin et ensuite la louer ou simplement vous faire une surface supplémentaire. C'est génial, mais alors quelle société propose ces produits ? D'abord, il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. Mais en l'occurrence, moi j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de Green Cube. Votre accent anglais est moins bon. Moins bon, mais c'est pour ça que je vous laisse le faire en général. Mais parce que je voulais vous le dire à la française, mais Cube s'écrit K-U-B, il faut le dire. Il vous propose des extensions à environ 30 000 euros pour 20 mètres carrés, alors que si on considère qu'une extension se fait sur une maison individuelle, ça fera plutôt autour des 60 000 euros. Et alors, comment ça se passe ? Très simple. Tout d'abord, vous savez que Green Cube s'occupera de tout, de l'administratif, des déclarations jusqu'aux travaux et des raccordements à l'électricité, à l'eau, au réseau d'évacuation et des eaux usées également. En termes de délai, il faudra compter 3 à 4 mois, démarche légale comprise. L'installation dure environ 5 jours. Vous n'avez pas besoin d'un permis de construire, mais simplement d'une déclaration de travaux, ce qui réduit largement le délai. Il n'y aura plus qu'à installer votre cabane au fond du jardin, Philippe. Ça me rappelle une chanson de Francis Cabrel. Vous préférez mon accent ce coup-ci, hein ? Ah oui, là c'est nettement mieux. Sud Radio, Osez investir. Notre invité cette semaine est Franck Roulier, président de la compagnie européenne de crédit. Oui, Philippe, nous recevons cette semaine Franck Roulier, mais on connaît plus votre groupe, Franck Roulier, à travers vos marques qui sont Empruntis, ACE Crédit et Immoprêt. Bonjour Franck Roulier. Bonjour Thomas, bonjour Philippe. Franck Roulier, le Haut Conseil de stabilité financière a recommandé, j'insiste sur a recommandé parce qu'ils insistent sur ce terme-là, ils ne veulent pas dire qu'ils imposent, aux banques début 2020 de ne pas accorder de prêts avec des taux d'endettement supérieurs à 33% et sur des périodes inférieures à 25 ans. Bref, durcissement des règles à tous les étages. Pensez-vous, près de 10 mois après cette décision, que c'était une bonne idée ? Alors, c'est une question compliquée. Pourquoi ? Parce qu'elle a été prise, en fait, cette décision, à un moment donné où, finalement, on pensait qu'il y avait un risque de surchauffe du crédit immobilier au cours de l'année 2020. Oui. On voit qu'avec ce qui s'est passé, notamment la crise sanitaire, ce risque est maintenant clairement derrière nous. À cela, c'est ajouté finalement un nouvel élément qui a été déclenché par la récession qui va arriver, c'est que le HCSF, que vous avez cité, en fait, souhaite absolument que les banques soient extrêmement prudentes dans la gestion de leurs fonds propres et donc dans leur octroi de crédit immobilier. Tout ça nous a amené à un renforcement, et quand vous parlez d'une suggestion ou une recommandation du HCSF, en réalité aujourd'hui, elle est appliquée à la lettre par les banques. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le choix. En début d'année, il y avait encore des discussions sur son interprétation, jusqu'à quel niveau je l'appliquais. Et en fait, on a très clairement vu qu'au cours du second trimestre de l'année 2020, les banques, à la demande de la CPR, il faut être très clair, l'ont appliqué à la lettre. Alors, qui sont les Français qui souffrent le plus de cette mesure ? Aujourd'hui, il y a 2 types de Français qui sont particulièrement concernés. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle les primo-accédants, qui avaient des revenus plutôt modestes, qui jusqu'à présent pouvaient en fait envisager l'achat d'un bien immobilier parce qu'ils s'endettaient sur des durées supérieures à 25 ans. D'accord. Avec une réduction de cette durée maximum de l'emprunt, on arrive à exclure une partie des primo-accédants. C'est assez difficile à estimer, mais enfin aujourd'hui, il y a un consensus qui dit que c'est 200 000 à 300 000 foyers qui sont exclus pour l'achat de leur résidence principale à cause de ces mesures. Ça, c'est premier type
de client qui s'est vu en fait refuser des prêts immobiliers. Deuxième type de client, ce sont les investisseurs pour notamment tout ce qui est immobilier neuf. Pourquoi ? Parce que on applique stricto sensu cette règle des 33% et les personnes qui gagnent finalement 3 000, 4 000, 5 000 euros sont traitées exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'on traite les gens de la même façon, quel que soit leur revenu. Et ces 33%, ils ne pèsent pas la même chose selon le niveau de revenu que vous avez. Et on a cessé de tenir compte finalement d'une notion qui était beaucoup plus mise en application par les banques, qui était ce qu'on appelle le reste à vivre. Et finalement, aujourd'hui, on ne tient plus compte de ce reste à vivre, qui parfois peut être très significatif quand vous avez des revenus de 5 000 euros par mois, par exemple, qui ça vous permet finalement d'investir, mais aussi d'avoir un reste à vivre confortable. Aujourd'hui, finalement, cette règle n'est plus appliquée par les banques ou de façon très marginale. On applique stricto sensu les 33% d'endettement. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de ventes et de dossiers de crédit qui cassent à cause de cela ? Aujourd'hui, on estime que ça représente entre 10 et 15% en nombre de dossiers qui finalement ne passent plus à cause de ces règles. De cette mesure seulement ? Oui, de cette mesure. D'accord. Alors, on entend qu'il y a un trou d'air depuis début septembre au niveau donc des ventes, mais également sur le crédit. Vous confirmez ce trou d'air là depuis septembre ? Je ne dirais pas qu'il y a un trou d'air. En fait, il y a eu ce qui s'est passé, c'est que finalement tous les projets qui avaient été enclenchés avant le confinement se sont débouclés au cours de juin, juillet, août et même encore jusqu'au mois de septembre. Sur les mois de juillet, août et jusqu'à, on va dire, mi-septembre, la demande des clients pour emprunter restait très forte. C'est-à-dire que nous, dans nos agences Empruntis ou Immoprêt ou SCE, nous avions toujours une demande des clients très importante qui venait en fait nous voir pour préparer leur achat immobilier. Depuis fin septembre, on sent que ça se ralentit très nettement. Alors, Franck Roulier, les députés viennent de voter contre l'avis du gouvernement une possibilité pour les emprunteurs de changer d'assureur pour les prêteurs quand ils le souhaitent sans tenir compte de la date anniversaire de leur contrat. Est-ce une bonne nouvelle pour les emprunteurs ? Alors, on va être prudent parce qu'il faut que ça soit confirmé dans les jours ou semaines qui viennent. Je me permets de préciser dans ma question que ces 6 millions de détenteurs de crédit immobilier, ça fait 6 milliards d'euros de cotisation d'assurance. C'est une bonne idée ? Je pense que d'une manière générale, toute idée qui va amener de la flexibilité pour le consommateur, lui donner plus de liberté dans ses choix, elle doit être accueillie favorablement. Maintenant, reprenons également ce qui existe aujourd'hui comme mesure par rapport à ces assurances emprunteurs. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle déjà la loi Hamon, qui a été mise en place depuis plusieurs années, qui permet à l'emprunteur de changer d'assurance dans les 12 mois qui suivent la signature de son offre de prêt. Donc c'était déjà une liberté assez grande qui avait été donnée. Et puis après, il y a eu l'amendement Bourquin, qui a permis finalement aux clients de changer à tout moment, à chaque date anniversaire, de l'assurance emprunteur qu'il avait souscrit. Donc là, on va aller un cran plus loin, c'est ce que propose en fait ce projet de loi. Un cran plus loin, on peut changer à tout moment. Moi, je ne pense pas que ça va bouleverser le marché, très sincèrement. On avait déjà finalement beaucoup de flexibilité. On rajoute un cran supplémentaire. Je ne pense pas que ce soit de nature à changer radicalement la façon dont les gens vont gérer leur assurance emprunteur. Et par ailleurs, il y a quand même déjà de l'expérience dans ce domaine-là, puisque finalement, ça fonctionne déjà comme ça pour les assurances auto et les assurances habitation. Donc on le verra dans les mois prochains, pour autant que ça passe. Dernière question, Franck Roulier. Vous pensez que l'année 2021 sera faible, comme certains de vos confrères le disent ? Au niveau du crédit immobilier, en fait, ce qu'on a beaucoup de mal à mesurer, c'est l'impact de la récession sur les acheteurs de maisons, d'appartements. C'est extrêmement difficile à estimer. J'ai pas de boule de cristal. Mais enfin, on peut quand même penser que si nous avons 800 000 chômeurs supplémentaires à horizon de juin 2021, comme semble l'indiquer le gouvernement, il est difficile d'envisager que ça n'aura pas d'impact sur le nombre de transactions immobilières et donc, de ce fait, sur le nombre de crédits qui seront octroyés. Donc, rendez-vous d'ici l'été prochain. Merci Franck Roulier. Je rappelle que vous êtes le président de la Compagnie européenne de crédit qui comprend Empruntis, ACE Crédit et Immoprêt. Sud Radio Oser Investir. Guy Marty, vous êtes notre consultant en gestion de patrimoine et fondateur de pierrepapier.fr. Guy, votre avis, il est intelligent d'emprunter maintenant pour devenir propriétaire ou pour faire un placement immobilier ? C'est bien ce que vous défendez ce matin ? Le raisonnement tient en 2 étapes. D'abord, les taux d'intérêt sont bas, donc ils ne peuvent que remonter un jour et on sera content alors d'avoir souscrit un crédit avant que les taux ne remontent. Ensuite, l'inflation est faible, elle peut le rester longtemps, mais elle peut aussi repartir. Et alors, cette inflation diminuera le poids des mensualités. 2 arguments parfaitement logiques. Hélas, si Sherlock Holmes nous entendait,
il pousserait un grand soupir. Vraiment, il serait consterné, Guy. Sherlock Holmes a parfois expliqué, et d'ailleurs souvent montré par l'exemple, que la réussite d'une enquête dépend de la première question qu'il faut poser en faisant abstraction de tout ce qui saute aux yeux. Et cette première question, alors ? Une question toute simple, comme dans les grands succès du détective. C'est de ma situation financière et de mes objectifs. À quel endroit ai-je envie de m'installer quand je serai à la retraite ? À quel moment vais-je devoir dépenser pour les études de mes enfants ? Ma famille est-elle bien protégée ? Est-ce que je veux laisser quelque chose à mes enfants ? Vous voyez l'erreur ? Ou plutôt la tentation ? Nous sommes abreuvés d'actualités sur les conditions économiques, les taux d'emprunt, l'inflation, ce qui se passe dans le monde des placements, etc., etc. Et tout cela détourne l'attention de l'essentiel, comme dans toutes les bonnes intrigues. Alors, il y a même un métier pour nous aider à bien mener l'enquête, c'est la gestion de patrimoine. Et le mot de la fin, c'est que si l'on construit le scénario de sa vie financière, on va peut-être s'apercevoir qu'il serait intéressant d'acheter une maison ou un appartement à tel endroit, ou qu'un accélérateur en termes de construction de patrimoine serait judicieux. Alors on va chercher l'accélérateur du crédit immobilier quand ce sera le meilleur moment. Et aujourd'hui, oui, les conditions sont bonnes. Merci Guy. ImoEstime, commercialisateur en immobilier neuf, présente Sud Radio Oser Investir Immo News. Thomas, nous sommes en duplex avec Jonathan Barda, directeur commercial de la société Espace 2. Vous êtes promoteur et intervenez sur l'ensemble du territoire national. Oui, Philippe, Jonathan Barda est avec nous et pour nous parler de Courbevoie, qui est une ville des Hauts-de-Seine à proximité de Paris, regroupant un peu plus de 80 000 habitants et accueillant une partie du quartier d'affaires de la Défense. Vous êtes promoteur sur cette ville, c'est la raison pour laquelle on vous entend ce matin. Bonjour Jonathan Barda. Bonjour. Comment se porte le marché du neuf sur Courbevoie et quelle est sa tendance actuelle en quelques mots ? Alors, depuis la fin du confinement, on constate que Courbevoie reste globalement un marché avantageux pour les vendeurs. On a une demande qui reste forte du fait de sa proximité avec Paris. Et comme vous l'avez dit, avec le quartier de la Défense, qui est, il faut rappeler, le premier quartier d'affaires européen. Et de l'autre côté, on a très peu de biens à vendre et peu de nouveaux programmes neufs. Et du coup, on reste dans un marché tendu. Et du coup, mécaniquement, les prix restent pour le moment orientés à la hausse. Alors Jonathan, au-delà de la situation de chacun, si je souhaite faire un placement à Courbevoie, vers quel type de bien dois-je m'orienter ? Alors, je dirais que si on regarde du pur point de vue de la rentabilité locative, ça Absolument. reste des petites surfaces comme les studios ou les 2 pièces qui sont le plus attractifs pour les investisseurs. Et je dirais qu'il faut même pas hésiter à regarder des biens qui sont un peu moins prisés comme les rez-de-chaussée, par exemple, parce qu'ils permettent souvent d'obtenir une meilleure rentabilité. Maintenant, si on regarde l'aspect plutôt patrimonial, je pense qu'il faut faire attention aux prestations qu'offre le bien, comme par exemple s'il a un espace extérieur ou un coin pour faire un bureau, parce que dans le contexte actuel dans lequel on est avec la crise du Covid, c'est des vrais critères qui sont recherchés par les acquéreurs. Et du coup, si on veut valoriser son bien lors de la revente, c'est vraiment des critères qu'il faut prendre en compte lors de son investissement. Merci Jonathan Barda. Je rappelle évidemment que vous êtes directeur commercial de la société Espace 2 et vous avez un programme qui va bientôt se lancer sur Courbevoie. Restez avec nous, on revient dans un instant avec le club Oser Investir et Benjamin Nivet. Sud Radio, le grand matin week-end, Oser Investir l'hebdo, 9h30, 10h, Thomas Binet. Avec Procivis, l'immobilier qui a du sens.